Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. Signature d'un accord de prêt entre le Rwanda et l'Union européenne pour amortir l'impact socio-économique du Covid-19. Il porte sur 52 millions d'euros. Le Nigeria a désigné son candidat au poste de directeur général de l'OMC. Le pays sera représenté par son ancienne ministre Ngozi Okonjo-Iweala. Enfin, la Tanzanie envisage de produire 1 million de tonnes de coton d'ici à 2025. Et nous démarrons par le Rwanda qui a signé avec l'Union européenne un accord de prêt de 52 millions d'euros. L'objectif de cet accord est de renforcer la protection sociale de 630 000 ménages démunis ainsi que les chaînes d'approvisionnement agricole dans le cadre du plan de riposte à la crise sanitaire actuelle. Tout ceci va bénéficier de l'encadrement du programme alimentaire mondial pour le suivi et la logistique afin de garantir un fonctionnement optimal des chaînes d'approvisionnement alimentaire. Le soutien financier de l'UE s'inscrit dans le cadre du réseau Team Europe qui a pour objectif d'aider les pays hors de l'UE à faire face à la pandémie de coronavirus. Je le disais à l'instant, le Nigeria a son candidat au poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le pays a porté son choix sur son ancienne ministre, Ngozi Okonjo-Iweala. En cas de succès, elle serait la première personnalité africaine à ce poste en 25 ans. Ngozi Okonjo-Iweala brigue le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. L'ancien ministre a été désigné par le président Muhammadu Buhari pour tenter de succéder à Roberto Azevedo, qui a annoncé sa démission pour le mois d'août 2020. Âgé de 65 ans, cet économiste pourrait devenir, en cas de succès, la première personnalité africaine à ce poste en 25 ans. Sa désignation intervient alors que plusieurs personnalités, telles que la ministre kenyane Amina Mohamed, l'ambassadeur du Bénin à l'OMC Eloi Larou, l'Égyptien Hamid Mandou ou encore le Nigérian Yonov Frédéric Aga ont manifesté leur désir de diriger l'organisation. L'enjeu est d'obtenir la désignation d'une première personnalité africaine à la tête de l'institution fêtière du commerce international depuis sa création en 1995. Pour de nombreux observateurs, Ngozi Okonjo-Iweala, actuellement présidente de l'Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations, est la candidate qui a le plus de chances d'offrir à l'Afrique la plus haute place dans les instances de prise de décision de l'OMC. Ancienne ministre des Finances du Nigeria entre 2011 et 2015, elle est connue dans son pays pour son engagement à réduire la corruption et la dette publique. Première personnalité africaine, membre du conseil d'administration de Twitter, elle fut nommée directrice générale de la Banque mondiale en 2007, puis devint en 2020 l'une des 4 personnalités membres de la Task Force de l'Union africaine contre le coronavirus. Un parcours impressionnant qui lui a valu le soutien du Muhammadu Buhari au détriment de son compatriote Yonov Frédéric Aga, actuellement directeur général adjoint de l'institution. L'autre candidature africaine qui retient l'attention pour ce poste de directeur général de l'OMC, c'est celle de la Kenyane Amina Mohamed. Ancienne ministre des Affaires étrangères du Kenya, cette quinquagénaire a eu une longue carrière de diplomate. Née en octobre 1961, Amina Mohamed a obtenu le soutien de son pays, le Kenya, pour briguer le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Nommée en 2011 directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l'environnement, Amina Mohamed a eu une longue carrière de diplomate avant de devenir ministre des Affaires étrangères de son pays de mai 2013 à février 2018. C'est la deuxième fois qu'elle tente sa chance pour prendre les rênes de l'OMC, après avoir fait partie des candidats qui ont perdu contre le Brésilien Azevedo en 2013. 4 années plus tard, soit en 2017, l'administration Kenyatta l'a également proposé à la présidence de l'Union africaine pour remplacer la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma.
Mais Amina Mohamed a perdu contre Moussa Faki Mahamat du Tchad. À l'en croire, l'Organisation mondiale du commerce a besoin de quelqu'un ayant la bonne expérience, quelqu'un qui est attaché au système multilatéral, mais qui a également la stature politique pour être un facilitateur efficace et un constructeur de consensus. Amina Mohamed estime que si cette personne est africaine ou que c'est une femme, ce sera tellement mieux. Direction maintenant la Tanzanie qui envisage de produire 1 million de tonnes de coton d'ici 2025, soit plus de 2 fois la récolte actuelle du pays. Une ambition plutôt grande quand on sait que la production actuelle du pays est d'environ 349 000 tonnes et qu'il n'a jamais atteint le cap de 600 000 tonnes fixé pour 2018. Pour atteindre leurs objectifs, les autorités tanzaniennes veulent offrir aux exploitants de meilleurs prix à l'achat. Du côté des observateurs, l'annonce est accueillie avec réserve, ceci dans un contexte où depuis quelques années, la filière coton affiche une évolution en dents de scie en raison notamment de problèmes climatiques et de mauvaises pratiques culturelles. Il faut dire que le coton est l'une des principales cultures de rente de la Tanzanie avec la noix de cajou, le tabac et le café. Les recettes d'exportation de la fibre ont atteint 68,4 millions de dollars en 2018. Marquons maintenant une petite pause, le temps de permettre à Casimir Pédior de s'installer pour la suite de cette émission. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Kenya, le Kenya qui affiche 6% de croissance du PIB en 2020 et 6,2% en 2021. Comment est-ce que vous expliquez tout ceci ? Merci Inès. Tout ceci s'explique par la qualité donc, de la ressource humaine, par la qualité donc, de la politique économique du pays qui est basée beaucoup plus sur les exportations, sur la transformation structurelle donc, de la matière première, de la matière agricole et aussi du transport vers donc, les autres continents, vers déjà la sous-région est du continent africain, mais aussi vers le reste du monde. Le Kenya aujourd'hui reste et demeure le partenaire stratégique des pays comme donc la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, comme la France et que sais-je encore. Le Kenya, c'est aussi donc l'industrie minière qui également donc a connu beaucoup donc d'investissements ces 10 dernières années, qui fait donc de ce pays-là la locomotive, la deuxième locomotive donc, de la région après l'Éthiopie. Et tout ceci, il faut le dire, grâce à une politique économique des plus cohérentes au niveau de l'État central. Donc à tout ceci vient donc s'ajouter une population véritablement engagée dans le travail et donc le taux de chômage a été réduit ces 5 voire 10 dernières années et aujourd'hui on se plaît à dire que le Kenya c'est quand même un pays qui a réussi le pari donc de l'émergence enfin du développement au niveau du continent africain. Je le précise au niveau du continent africain, si ce n'était pas la pandémie du Covid-19 qui est venue donc ternir un peu les résultats que nous venons donc d'annoncer. Justement, quels sont les secteurs qui ont permis au Kenya d'atteindre ces résultats en question ? Merci Inès, c'est d'abord le secteur secondaire. Le Kenya, ces 5 dernières années, a investi beaucoup, enfin, a trouvé beaucoup de partenaires qui investissent dans le secteur donc, de l'industrie, de la transformation donc, des produits déjà agricoles. Le Kenya a aussi développé donc, ces cultures qui sont aujourd'hui prisées sur le continent européen, notamment les produits horticoles, mais aussi donc, les fleurs au niveau de ce pays-là. Et au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, le Kenya a travaillé donc, au niveau de sa ressource, la qualité de sa ressource humaine a donc évolué et donc aujourd'hui, le Kenya vise beaucoup plus la rentabilité, le rapport qualité-prix est aujourd'hui prisé. Et tout ceci, le Kenya, jadis, c'était donc un pays où le tourisme évoluait déjà à grande échelle
Je vais donc parler du secteur tertiaire. Tout ceci, vous comprenez que le pays ne peut donc tirer bon profit, tirer donc suffisamment de ressources en ce qui concerne donc les exportations. Voilà un peu ce qu'on peut dire, sans oublier que le secteur agricole a quand même aussi connu un peu d'amélioration avec la mécanisation et les techniques modernes de culture. Tout ceci, le résultat est là, 6% de taux de croissance ou bien 6,5% entrevoyé donc d'ici 2021. Voilà un peu ce qu'on peut noter au niveau de ce pays-là. Alors, parlons de ressources et d'investissement. On a constaté que le pays opte de plus en plus pour la dette extérieure. Est-ce qu'il n'y a pas de risque avec ce choix ? Il y a évidemment de risques et ici, il faut comprendre la notion du risque comme une notion à la fois positive et négative. Le risque n'est pas que négatif. Parfois, oui, le Kenya est passé de 41% en 2013 vers 58%, enfin 58% en 2019, donc de dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure, la dette extérieure, mais avec beaucoup plus donc, de prépondérance au niveau de la dette extérieure. D'ailleurs, les statistiques maison indiquent 16% donc, du produit intérieur brut. Enfin, la dette extérieure représente donc 16% du produit intérieur brut contre 9% pour donc la dette intérieure. C'est véritablement donc un pays qui consomme donc les ressources venant donc des partenaires techniques et financiers. Mais que voulez-vous, lorsque vous aspirez donc à aller vers l'émergence, lorsque vous voulez développer l'industrie donc de transformation, vous n'êtes donc autorisé que d'aller sur le marché international, aller chercher donc le financement. Je crois que le Kenya a pris donc ce risque-là qui donc va certainement commencer par générer donc des ressources déjà à partir de 2020, selon donc les estimations. Mais avec le Covid-19, on attend de voir ce que cela va donner véritablement. De toutes les façons, le Kenya a pris un risque énorme en allant vers la dette et aujourd'hui ce risque va payer sur donc la rentabilité, sur le produit intérieur brut, sur donc la plus-value voilà, au niveau de ce pays-là. Et je crois que c'est le risque majeur qu'on peut noter ici. Au-delà de ça, je l'ai dit, 41% en 2013 vers 58% en 2019, c'est que le Kenya est en train de s'approcher donc du seuil de 70% en ce qui concerne le critère de convergence au niveau donc de la région. Je veux parler de l'Afrique de l'Est. Et c'est tellement que ce n'est pas du coup donc des partenaires techniques et financiers tels que le FMI, qui d'ailleurs a recadré beaucoup de choses dans ce pays. En tout cas, entre le FMI et le Kenya, le gouvernement, c'est tellement qu'ils vont trouver ce terrain d'entente pour que véritablement le pays ne puisse pas sombrer. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédior. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. Je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de